Voici Alex. C'est un type ordinaire qui travaille de 9 à 17. Il n'a pas un salaire à 6 chiffres et il ne peut se permettre qu'une Honda d'occasion, même s'il a toujours rêvé de quelque chose de plus extravagant. Et voici Henri et son élégant chapeau. Pas mal, non? C'est français. Vous devriez remarquer à ses seuls habits qu'il est 1. Complètement passé de mode et 2. Plutôt riche. Et oui, vous regardez Henri II de France, un monarque tout droit sorti du XVIe siècle, qui pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait à l'époque. Et il n'est pas du tout démodé, il est même plutôt dans le coup pour son temps. Bien sûr, Alex et Henri ne se sont jamais rencontrés et ne se rencontreront jamais. Après tout, ils viennent d'époques différentes et leurs statuts sont assez différents aussi. Mais que diriez-vous si l'on vous disait qu'Alex mène une vie bien plus luxueuse que celle d'Henri II? Cela peut ne pas sembler très convaincant, mais la plupart des gens qui regarderont cette vidéo mènent une vie plus luxueuse qu'un roi du Moyen-Âge. Découvrons comment. Les carrosses royaux ont beau sembler romantiques, peu importe leur sophistication au Moyen-Âge, ils ne pourraient jamais rivaliser avec la voiture la plus rouillée et la plus délabrée d'aujourd'hui. On ne parle même pas de climatisation, d'autoradio et d'autres options de luxe. Il s'agit plus de la qualité des routes et du confort général. Nos suspensions modernes font des merveilles, et même s'il existe des preuves que beaucoup de carrosses de l'époque avaient un système similaire, ils ne peuvent toujours pas être comparés à ce que nous possédons aujourd'hui. Le prochain sur la liste est assez évident, la médecine. Certes, nos assurances nous coûtent aujourd'hui de coquettes sommes, et parfois il est moins cher d'extraire une dent que de la soigner. Mais au moins, vous ne serez pas traité avec des cataplasmes à la moutarde. Ceux-ci peuvent, en effet, s'avérer bénéfiques, mais nous avons parfois besoin de remèdes plus avancés. Généralement, un mal de tête est plus susceptible de disparaître à l'aide d'un cachet d'aspirine, comme nous en avons tous dans nos pharmacies à la maison, qu'au moyen d'herbes à l'odeur sucrée. Au Moyen-Âge, les rebouteux utilisèrent de la rose, de la lavande, de la sauge et du foin pour aider à soulager les maux de tête. Et si quelque chose de plus sérieux arrivait à quelqu'un d'aujourd'hui, il consulterait un professionnel avec un vrai diplôme, et pas une sorte de magicien. Oui, c'était plutôt courant au Moyen-Âge. D'accord, assez parlé des choses morbides. D'ailleurs, quelque chose de cool se passe en ce moment même. Alex a récemment rencontré une fille sur une application de rencontre et aujourd'hui, c'est leur premier rendez-vous. Henri II de France aurait été terriblement jaloux s'il avait su qu'une telle chose était possible. Il s'est marié à l'âge de 14 ans et sa femme était issue de l'illustre famille Médicis. Henri ne pouvait pas simplement choisir n'importe quelle paysanne qu'il trouvait à son goût. L'aristocratie devait se marier judicieusement en tenant compte de tous les avantages financiers et politiques impliqués. Il semble qu'en termes d'amour, Alex du XXIe siècle l'emporte, mais en termes de richesse, il n'y a aucun doute que c'est Henri. Avez-vous déjà entendu le terme de usure? C'est une pratique totalement banale aujourd'hui, mais qui était assez interdite au Moyen-Âge. En gros, l'usure consiste à produire de l'argent avec de l'argent, autrement dit en pratiquant des taux d'intérêt exorbitants. L'usure était interdite pour des raisons religieuses dans de nombreux royaumes. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouviez pas demander de prêt à la moindre banque. Mais comme toujours, certaines personnes ont trouvé le moyen de contourner cela, de sorte que les prêts existaient techniquement. La façon la plus simple consistait à émettre une obligation contraignante pour, mettons, 20 écus, tandis que le débiteur n'obtenait que 15 écus. Et voilà le travail, aucun intérêt mentionné sur le papier, et pourtant l'emprunteur a obtenu un peu d'argent et le prêteur ses intérêts. Alex aurait donc quelques soucis avec sa carte de crédit à l'époque médiévale. Et Henri n'aurait jamais eu besoin d'une telle carte. Ses coffres débordèrent d'argent. D'accord. Et quid des autres questions d'argent? Aujourd'hui, nous pouvons envoyer et recevoir des liquidités instantanément depuis n'importe où. Merci au tout-puissant Internet. Mais au Moyen-Âge, les choses étaient plus compliquées. De sorte qu'un jeune prince ne pouvait pas simplement envoyer un message à son père, le roi, histoire d'éponger sa facture à la taverne. Les premiers transferts d'argent rapides sont apparus en 1851, grâce à l'invention du télégraphe et de la Western Union. Ah, en ce qui concerne les tavernes et la nourriture en général, croyez-nous, les peintures présentant ces somptueux festins exagèrent parfois.
Avant l'apparition de Photoshop et d'autres programmes de retouche, ce sont les artistes eux-mêmes qui enjolivaient la peinture. Tout le monde cherche à paraître sous son meilleur jour, même la nourriture. Revenons au repas. Si vous êtes amateur d'épices, vous savez que ce n'est pas un gros problème de les trouver dans le supermarché le plus proche et qu'elles ne coûtent souvent pas bien cher. Mais au Moyen Âge, elles étaient si coûteuses et difficiles à importer que seuls les nobles pouvaient s'en offrir. Certes, les rois avaient accès à toute une gamme d'épices, mais s'ils voyaient la section qu'on leur consacre aujourd'hui dans nos supermarchés, ils penseraient à de la sorcellerie. D'ailleurs, la cour royale disposait même d'un office spécial appelé l'épicerie. Et il n'est pas difficile de comprendre qu'il était entièrement dédié aux épices. Quant au plat principal, les rois du Moyen-Âge consommaient généralement du gibier, et ils n'avaient pas beaucoup de choix. Jetons maintenant un coup d'œil à un menu digne d'un roi. Tout d'abord, sur la table royale, se trouvait du poulet farci, un quart de cerf et un quasi de veau généreusement nappé de sauce. Ensuite, une énorme tourte à la viande flanquée de tourtes plus petites. Tout cela formait une couronne. En dessert, il y avait de la gelée, de la crème, du fromage et des fraises, des bois mijotés dans de l'eau de rose. Cela semble très élégant, mais rappelez-vous que, malgré tout, il n'y avait pas beaucoup d'options. La nourriture dépendait fortement de la région où résidait le roi. De plus, il ne pouvait pas simplement décrocher le téléphone pour commander quelques sushis. Et que faites-vous dans la vie? Peu importe le métier que nous exerçons, dans la plupart des cas, les gens d'aujourd'hui sont libres de choisir leur profession. Du moins, nous pouvons techniquement l'envisager. Mais un roi médiéval n'avait pas de telles prérogatives. Il avait ses devoirs royaux. De nouvelles lois, peut-être. Certes, le roi n'avait probablement pas à les rédiger lui-même, mais il devait approuver les idées nouvelles et les mettre en œuvre. Protéger le royaume des ennemis? Absolument. Et l'on suppose que cela devait être éreintant. Même Alex est épuisé par son travail de 9 à 17. Mais au moins, il n'a pas besoin de planifier de stratégie militaire. Et ce n'est pas comme si des millions de personnes dans le royaume dépendaient de lui. Et n'oublions pas que le roi était la personne qui devrait mener les négociations avec les ambassadeurs étrangers, établir de nouvelles relations et parfois y mettre fin. Tout cela semble beaucoup de responsabilités. Mais même si ces arguments n'ont pas suffi à vous convaincre que vous vivez bien plus luxueusement qu'un roi du bas Moyen-Âge et que vous aimeriez toujours en être un, voici quelques conseils sur comment faire un bon roi. Juste au cas où nos savants inventeraient enfin une machine à remonter le temps. Primo, soyez fier et dominateur. Un vrai roi doit savoir exhiber sa force et son pouvoir. Personne ne se soucie de votre personnalité, vous devez montrer à quel point vous êtes puissant. Ou du moins, faire semblant. Secondo, montrez-vous protecteur. Nombre de petites gens dans votre royaume requièrent votre aide. Ils aimeraient probablement avoir une audience avec vous, et vous devez être attentif et magnanime. La générosité est caractéristique d'un bon roi. À un moment donné, vous aurez probablement l'impression d'être une sorte de psy, mais enchaîner les audiences est un devoir royal. Tertio, soyez sage dans le choix des personnes qui vous entourent. Vos devoirs royaux sont pesants, et on ne peut pas les assumer seul. Vous aurez donc besoin de gens à qui déléguer vos responsabilités. Par exemple, vous ne pouvez pas vous assurer que tous les impôts aient été collectés et que tous les litiges aient été résolus de façon équitable. Mais attention, tous vos agents ne sont pas dignes de confiance. Certains pourraient même chercher à vous empoisonner. Comme Jean Santerre, qui aurait été empoisonné par un moine, quoique les archives officielles prétendent qu'il ait péri de dysenterie. Cette version semble plausible, après tout. Vous avez vu ce que mangeaient ces rois? Alors Alex, toujours envie de porter la couronne?